Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire Zoom sur que nous consacrons ce soir à la rentrée scolaire 2025-2026. Une rentrée placée sous le signe de la réforme, de la modernisation et de l'équité. Cette année, le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a pris toutes les dispositions nécessaires pour garantir une reprise des cours réussis sur l'ensemble du territoire national. Les efforts ont porté sur la planification logistique, la mobilisation des enseignants, l'intégration du numérique et la coordination intersectorielle avec le ministère de l'Action sociale et de l'enseignement originel. Le système Siraj, désormais généralisé, offre aux parents la possibilité d'inscrire leur enfant de suivre leurs résultats et d'accéder au manuel scolaire en ligne. L'année écoulée a aussi enregistré des progrès remarquables. Plus de 94 000 enfants au préscolaire, 1300 enfants en situation de handicap pris en charge et 10 720 mahadras intégrés dans le système éducatif. Ce soir, nous recevons pour nous parler de ce sujet, nous recevons M. Naji Saïd, inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Bonjour, M. Naji. Nous recevons également M. Soumaré Omar, directeur général de l'enseignement au même ministère. Bonsoir. Bonsoir. Donc, nous allons naturellement commencer par M. l'inspecteur. Quels ont été les principaux axes de préparation de cette rentrée scolaire 2025-2026 au niveau central et régional? Merci beaucoup. Merci. Je remercie la télévision de Mauritanie pour m'avoir accordé l'occasion de parler de tout cela, de l'enseignement, de l'école, de la préparation de l'année scolaire, de la rentrée, parce que c'est une chose qui tient à cœur pour tous les citoyens mauritaniens. Je félicite les élèves, mes enfants, auxquels je souhaite une très très bonne année scolaire pleine de richesse et de bonheur, tout comme leurs parents et mes collègues, professeurs et personnels d'encadrement. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je demande aux parents d'élèves de savoir, je dis aux parents d'élèves de savoir qu'il est nécessaire d'envoyer leurs enfants à l'école dès les premiers jours. Parce que c'est un programme est fait sur 9 mois. Il est éclaté en leçons et une leçon par jour. Le début de l'année commence par des remédiations qui sont nécessaires aux enfants parce qu'on leur répète, on leur fait revivre, on leur rappelle ce qu'ils avaient fait l'année passée. Et c'est très très important, comme ça, s'ils ratent cette occasion, ce n'est pas très très bien indiqué. Et aussi, ils doivent faire apprendre aux enfants que quand on dit qu'on démarre de 6, on démarre de 6. Pas de retard, ce n'est pas approprié, ce n'est pas une très très bonne chose. Donc, vous me posez la question, quels ont été les principaux axes de préparation de les cette année? principaux actes de préparation de cette nouvelle année scolaire. La rentrée scolaire, cette année 2025 spécialement, a été préparée les premiers jours des vacances scolaires. Ça n'a pas été laissé à la dernière minute pour être préparé. Des commissions ont été créées au niveau central et au niveau régional, chapeautées par des responsables du niveau central, en parfaite coordination avec les structures déconcentrées du ministère, pour vraiment faire l'entrée scolaire que souhaite le parent d'élève pour son enfant. Rien n'a été laissé pour le compte parce qu'au niveau de redéploiement du personnel enseignant, ils sont déjà présents, messieurs les parents d'élèves. Sachez que tous les enseignants, professeurs et cadres et personnels d'encadrement sont sur le terrain. Déjà. Donc, au niveau des mutations, au niveau des affectations, tout est prêt. Les enseignants sont sur place. Au niveau de l'infrastructure scolaire, ça n'a pas été laissé, elle aussi. Les réhabilitations des écoles qui ont été affectées par l'hivernage, parce qu'il y a des régions qui ont connu une grande pluviométrie. Ces réhabilitations ont été faites
pas d'école enclavée, tout est prêt. Donc il ne reste plus que les enfants. Ces mesures, le département a été accompagné par les départements ministériels qui peuvent apporter le soutien à l'éducation et qui sont impliqués. Cette année, spécialement, il y a eu c'est très sérieux, ça a été pris en main par le PM lui-même, le comité interministériel qui siège. Bon, à chaque fois, vous voyez ça, le comité interministériel chargé de l'enseignement siège pour préparer effectivement de façon positive cette entrée scolaire donc 2025-2026. Voilà, donc elle a été très très bien préparée. Tout est prêt, il ne reste plus que les enfants qui doivent aller à l'école. Et bien voilà, et je dis aux enfants que vos amis, vos frères sont déjà entrés en classe. Pas de retard, s'il vous plaît. Monsieur Soumaré, le système SIRAGE est désormais au cœur de la gestion éducative. Quelles améliorations notables ont été introduites cette année? Merci. Et je profite aussi pour remercier la télévision mauritanienne pour cette invitation. Et c'est encore plus justifié parce que l'école, c'est l'affaire de tout le monde. Et je crois que c'est très important que des jours comme ça soient matérialisés par des rencontres pareilles pour expliquer aux parents d'élèves, pour assurer les parents d'élèves la prise en compte et la prise au sérieux de ce département. J'invite aussi les parents d'élèves, les enseignants, les professeurs, tout le personnel, les personnels d'appui, les personnes d'encadrement, de s'atteler vraiment à faire comme ils l'ont toujours fait, de cette année une très bonne année scolaire, et aussi de viser loin par rapport aux résultats scolaires. Cette année, on a enregistré un très bon résultat. Et je souhaite aussi que l'année scolaire qu'on vient d'aborder soit vraiment un succès. Je profiterai avant d'aborder le SIRAGE, d'abord pour recadrer un peu l'éducation en Mauritanie, parce qu'il y a des choix qui ont été faits. Et aujourd'hui, nous sommes sur vraiment la mise en œuvre de ces choix. Le président de la République, Mohamed Louchel Khazouani, a dès le départ affirmé son engagement par rapport à l'enseignement et d'en faire la priorité, et surtout un enseignement qui est ouvert à tous les Mauritaniens. Et son objectif, c'est de faire une école républicaine où tous les enfants mauritaniens apprendront les mêmes contenus, dans les mêmes conditions, et pour leur permettre d'aspirer tous à un avenir radieux ouvert à tous les Mauritaniens. Et actuellement, nous sommes dans cette mise en œuvre. Et Dieu merci, nous sommes dans la 4e année, et c'est très important. Parce que c'était un défi. Et on se posait la question comment on va arriver à replacer tous les enfants scolarisables dans une école publique. Mais aujourd'hui, les résultats sont là. Nous sommes capables aujourd'hui d'accueillir les 4 premières années de l'enseignement fondamental de l'école républicaine. Et cela se passait dans de très bonnes conditions. Et si on regarde aussi le nombre aujourd'hui d'enfants scolarisables en Mauritanie, sur les 5 millions et quelques que nous faisons, plus de 2 millions aujourd'hui sont en âge de scolarisation. Donc la pression est très forte. Mais malgré tout ceci, aujourd'hui, le gouvernement, instruit par le président de la République, a mis en place un dispositif aujourd'hui qui permet d'accueillir aujourd'hui tous les enfants scolarisables en Mauritanie. Et c'est quelque chose qu'il faut magnifier. Et ça a été fait grâce à une mobilisation de tout le gouvernement et à sa tête le Premier ministre Mokhtar Ould Diaye. Et je pense qu'il a su dynamiser cette équipe et tous ont travaillé, tous les ministres concernés ont chacun redoublé d'efforts pour que l'entrée soit une réussite. Je m'en vais vous donner quelques chiffres justes. Aujourd'hui, le ministère compte à peu près plus de 3676 écoles qui aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, sont capables de recevoir les enfants. Et aujourd'hui, nous avons un effectif pour le fondamental de 750 385 élèves, ce qui n'est pas petit en termes d'infrastructures d'accueil. Donc l'accès aujourd'hui est là et à la disposition des Mauritaniens.
Et je pense que c'est une opportunité qu'on doit vraiment saisir pour permettre aujourd'hui à tous les Mauritaniens d'aller à l'école. Parce que l'école, c'est l'affaire de tous. On ne doit pas aujourd'hui négliger ça. Et c'est très important aussi. On a réussi aujourd'hui un défi. C'est d'abord que les infrastructures soient prêtes pour les enfants, mais aussi que les enfants soient prêts pour l'école. Parce qu'aujourd'hui, la mobilisation a fait aujourd'hui que les inscriptions ont déjà commencé. Les relevés d'inscription qu'on a enregistrés aujourd'hui sont satisfaisants et nous espérons que dans les prochains jours, tous les enfants mauritaniens seront à l'école. Et c'est très important. Vous me posez la question sur le cirage. Alors, c'est très important. Le cirage aujourd'hui est au cœur de l'éducation. Parce que c'est un outil, comme son nom l'indique, c'est un système d'information pour la réforme administrative et la gestion de l'éducation. Donc, c'est un outil qui va permettre un peu de la fonctionnalité au moins de 4 grandes activités que l'éducation mène tout le temps. Premièrement, la gestion des ressources humaines. Ça, il faut magnifier aujourd'hui que le cirage a permis aujourd'hui de gérer toutes les actions qui sont liées à la gestion des ressources humaines, notamment les recrutements, notamment les affectations, les formations, le suivi des enseignants a été pris en charge par le cirage. Et aujourd'hui, il y a eu un dispositif qui a été développé et nous continuons à le rendre plus performant. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été pris par le cirage. Il y a quelques années, on avait des problèmes d'affectation, on avait des problèmes de critères, mais aujourd'hui, il y a vraiment une plateforme qui permet de gérer tout ça. Le deuxième élément, c'est rendre les informations, les données fiables et accessibles. Aujourd'hui, les données de l'éducation sont saisies à partir des écoles, à partir des établissements. C'est les directeurs d'école qui remplissent l'outil qu'ils ont, qui permet d'enregistrer tous les élèves, de les immatriculer. Donc, on n'a plus d'embouteillage au niveau des ministères pour permettre l'enregistrement des élèves. Aujourd'hui, ça, c'est grâce à cet outil. Donc, c'est important que le cirage aujourd'hui est un outil très important. Le deuxième élément aussi, ça devient aussi un outil de stratégie, un outil de pilotage. Parce que ça permet de générer des indicateurs, des éléments d'information qui puissent permettre aux décideurs de choisir les axes d'intervention, les stratégies d'intervention, parce qu'ils donnent non seulement les effectifs des élèves, mais aussi des indicateurs sur les taux de scolarisation, sur les résultats des examens. Donc, c'est un outil qui va permettre ça aussi. Il y a un autre côté qui est très, très important pour l'éducation, c'est la transparence et la traçabilité. Grâce à cet outil, aujourd'hui, on est sûr aujourd'hui que tous les actes de gestion qu'on fait au niveau de l'éducation sont transparents. Il y a encore une traçabilité qui permet de savoir ça vient d'où, ça va où et qui s'occupe, qui fait quoi. Donc aujourd'hui, on peut, sans se tromper, dire que le cirage, c'est vraiment une option. Et aujourd'hui, c'est validé, c'est le seul outil qui permet aujourd'hui de faire la gestion du système éducatif. Et il est partagé à tous les niveaux, du directeur de l'école jusqu'au niveau le plus élevé du département. Tout le monde utilise cet outil pour permettre de gérer le système éducatif. Merci, M. Soumaré. M. Nagy, vous avez tantôt parlé de coordination. Comment le ministère a-t-il assuré la coordination entre les directions régionales, les inspections et les établissements scolaires pour une ouverture harmonieuse? Parfait. Permets-moi un peu de revenir sur cette école républicaine qui nous tient à cœur. Je rappelle à tout le monde que cette école républicaine ne vient pas du hasard. Elle tenait à cœur à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Elle est issue de concertation nationale, donc c'est tout le peuple mauritanien qui s'est exprimé. Ça a donné une loi d'orientation que nous sommes en train de mettre en œuvre. Et comme l'a dit M. Soumaré, nous sommes à la 4e année de cette école. Cette école républicaine, nous sommes à sa 4e année, mais elle a été commencée très tôt, avec l'arrivée au pouvoir de M. le Président. Parce que ça ne se décide pas du jour au lendemain. Quand on va parler d'infrastructure, je rappelle que nous sommes aujourd'hui, depuis 2019 à nos jours, nous avons pu construire 5400 salles de classe. Et une simple opération mathématique, si on fait 5400 fois 50 élèves, actuellement, nous sommes à 297 ou 270 000 élèves, c'est-à-dire que ces 5400 salles de classe qui ont été construites
en 6 ans, accueille plus du tiers de la population scolaire au niveau de l'enseignement fondamental et secondaire. Ça a été aussi accompagné par un recrutement massif des enseignants, parce que nous sommes aujourd'hui, nous avons recruté depuis 2019 à nos jours plus de 13 000 enseignants. Et si on sait le nombre, c'est-à-dire que plus de 50% de nos enseignants qui sont en classe ont été recrutés dans les 6 années de l'indépendance à nos jours. Je sais qu'il y a la retraite et tout ça. Donc, cette école républicaine a été commencée, traitée, nous sommes à sa 4e année. Son importance au niveau de l'équité, au niveau des mêmes conditions, les mêmes enfants sur les mêmes toits, les mêmes enseignants, les mêmes manuels scolaires, les mêmes programmes scolaires. Le même habit. Le même habillement, tout ça contribue beaucoup à l'unité nationale. Plus personne n'est laissé à la merci de n'importe quoi. Et puis nous avons les mêmes élèves, les mêmes enfants dans la même classe. Ça veut dire c'est très important, plus de couches sociales, plus de couches économiques, ce qui est déjà très important. Par rapport à la question que vous m'avez dit, comment, quel mécanisme de suivi. Assurer la coordination. Mais la coordination, elle est là depuis toujours. Pourquoi? La coordination, nous avons une coordination au niveau central, j'ai dit, je le répète ici. Nous avons créé des commissions pour chaque région de la Mauritanie a un responsable au niveau central qui coordonne avec les administrations déconcentrées tout ce qui a trait à l'éducation. Et au jour le jour, chaque jour, nous avons les informations nécessaires pour la bonne réussite de l'entrée scolaire, pour l'entame d'une entrée scolaire réussie. Donc, c'est des coordinations, et je rappelle ici, je l'ai dit, avec les autres départements ministériels, l'intérieur, l'équipement, voilà. Donc, c'est des coordinations, c'est une coordination nécessaire à la réussite et qui est d'ailleurs traditionnelle. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est ça. Avant de repasser à Soumaré, quelles leçons avez-vous tirées de la rentrée précédente et comment ont-elles inspiré les orientations de cette année? Mais l'expérience, la vie, c'est l'expérience. C'est une expérience. L'année dernière, on avait très bien démarré l'année dernière. Tout ce qui, l'année dernière, je n'ai pas de reproche à l'année dernière. Mais en tout cas, à chaque fois, il y a des améliorations. À chaque fois, il y a des améliorations. Cette année, tous les enseignants sont sur le terrain. Tous les enseignants sont ceux qui sont les sortants des ENI, les prestataires de services après leur formation. Tout le monde a été redéployé sur le terrain. Et rapidement, j'ai parlé de cette réhabilitation, j'ai parlé des constructions qui ont été réceptionnées à temps. Et bien sûr, je rappelle, je l'ai dit, je l'ai dit que nous continuons de réceptionner aujourd'hui, demain, après-demain, nous avons à réceptionner encore davantage de constructions scolaires. Tout ça, c'est pour dire que non seulement nous combattons le problème de la pléthore en classe, mais pour accueillir les élèves qui étaient à l'enseignement privé, parce que cette année, l'exclusivité de l'enseignement fondamental au public, elle est à sa 4e année. Dans 2 ans, nous n'aurons plus, c'est l'exception, dans 2 ans, nous n'aurons plus d'enseignement d'élèves du fondamental dans le privé, sauf pour quelques écoles homologuées, et si vous voulez, on en parlera, qui sont privées cette année même, de recevoir en première année des élèves de nationalité mauritanienne. Ce qui était, il faut que, parce que certains veulent entendre ça, ce qui était déjà
dans les cursus écoles homologuées. Là, ils continueront de deuxième année, troisième, quatrième année, leur cohorte. Ceux qui sont, pour cette année, pas de Mauritaniens dans la première année du fondamental, sauf dans les écoles publiques. Pas de Mauritaniens dans une école privée en première année du fondamental. Les écoles, il y avait d'autres écoles qui dépassaient, qui administraient un programme étranger, qui était en foi avec les lois, avec des dérogations, avec des agréments, pardon, mauritaniens. Mais elles étaient en foi avec, bon voilà, elles administraient, certaines d'entre elles, administraient les programmes étrangers. Celles-là n'ont pas de première, deuxième, troisième, quatrième. Plus de première, deuxième, troisième, quatrième dans ces écoles. Pour les écoles homologuées, elles n'ont plus de première année du fondamental. C'est fini. Parfait. Donc, ça a été très bien préparé, des décrets, les textes régissant ça, et nos équipes sont sur le terrain pour suivre l'application stricte des circulaires en ce sens. Merci. Monsieur Soumaré, comment le ministère accompagne-t-il les parents et les enseignants dans la maîtrise de cet outil numérique dont vous nous avez parlé tout à l'heure? Oui, bon, je reviendrai sur la question, mais je veux appuyer un peu ce que mon collègue vient de dire. C'est par rapport à la préparation de la rentrée. C'est très important de noter que cette année, il y a eu vraiment une implication de tous les départements concernés. Par exemple, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Décentralisation. Donc, on a assisté à une participation plus active, plus dynamique, notamment des élus tels que des maires, les communes, les conseils régionaux. Activement, ils se sont impliqués, et ce qui a permis aujourd'hui d'avoir un dispositif d'accueil qui est là. Il y a eu un aspect qui est très important, c'est que nous avons démarré avec 0 déficit. Il n'y a aucun déficit signalé toutes les draines. Et ça, c'est dû parce qu'il y a eu un recrutement massif d'enseignants. Pour les sortants seulement, on a acheminé 672 sortants et de l'ENI, donc des enseignants, et 271 professeurs qui ont été tous acheminés avant le début de l'année scolaire. Et à l'heure où je vous parle, il n'y a pas une seule draine qui peut signaler qu'il y a un déficit. En plus de ces sortants, nous avons recruté 1300 prestataires, 1000 enseignants et 300 professeurs. Alors, ce qui fait aujourd'hui qu'on peut mettre devant chaque classe, il y a un enseignant. Et c'était un défi. Il y a quelques années, on commençait avec des grands déficits. Et même si on faisait des recrutements, on le faisait au milieu de l'année scolaire. C'est au milieu de l'année scolaire qu'on recrutait les prestataires. Mais cette année, des prestataires ont été recrutés et redéployés sur le terrain avant même de commencer. Et ça, c'est un pas très important pour une année scolaire, d'avoir les enseignants déjà en place. Ce qui reste, c'est que les élèves suivent. Alors, quand on parle des élèves, il faut les parents d'élèves. Donc, dans le site, dans le cirage, il y a vraiment une plage qui est destinée aux parents d'élèves. Parce que les parents d'élèves, qu'est-ce qu'ils cherchent? À inscrire leurs enfants. Aujourd'hui, ils peuvent accéder par le cirage, ils peuvent inscrire leurs enfants à distance. Donc, il y a une page qui leur est réservée pour pouvoir faire l'inscription des enfants dans les écoles de leur souhait. Ils peuvent suivre la progression de leur enfant durant tout le processus scolaire. Les notes, les résultats, les absences, ils ont cette possibilité, à travers le cirage, de suivre tout ça. Ils peuvent en même temps consulter et télécharger les manuels scolaires de leurs enfants. Et c'est très important aujourd'hui, quand on connaît le rôle du manuel scolaire dans la scolarité d'un enfant, dans la réussite de ces enfants dans leur scolarisation. Et aujourd'hui, les parents peuvent télécharger. Et non seulement ils peuvent télécharger, mais ça rend moins lourd les cartables de ces élèves. Parce qu'il faut remarquer souvent, les élèves souffrent. Ils transportent des manuels très lourds dans leur cartable. Aujourd'hui, le parent peut télécharger au besoin les cours de ces enfants. Donc c'est très important. Il y a un accompagnement qui est fait là dans le site pour permettre aux parents d'inscrire leurs élèves, de les transférer, de suivre leur scolarisation et de pouvoir aussi s'impliquer même dans la gestion. Parce que s'ils sont absents,
ils sauront que leurs enfants sont absents, signaler et ils se présenteront pour se signifier. Ils peuvent même suivre l'absence des enseignants qui encadrent leurs enfants. Donc le cirage permet aux parents d'élèves d'être au cœur de l'école. Il n'attend plus que l'enfant revienne pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. Il peut suivre au jour le jour la progression de son enfant et aussi réagir, interréagir, vraiment intervenir dans le processus de son enseignement. Et je pense que c'est un pas très important aujourd'hui que le parent d'élève soit au cœur même de l'école, qu'il n'attende pas seulement le résultat, mais qu'il vienne contribuer au résultat. Et c'est important, le cirage le permet aujourd'hui. Et je pense que les parents doivent aller vers ce cirage pour le comprendre. Et le ministère est prêt à apporter des explications nécessaires pour permettre aux parents de pouvoir utiliser cet outil. Si j'ai bien saisi, le cirage permet de générer des statistiques dynamiques en temps réel sur la scolarisation, comme vous l'avez cité, les absences et les performances. Il permet ça. Oui, le cirage aujourd'hui, il y a la fiabilité, mais il y a aussi d'avoir des indicateurs qui permettent aujourd'hui en temps réel, parce qu'il y a un gain de temps très important que le cirage aujourd'hui permet en termes d'indicateurs. Les indicateurs sont là, on peut réaliser rapidement des informations par rapport à ça, et je pense aujourd'hui c'est un outil qu'il faut maintenir, qu'il faut vulgariser, mais qu'il faut aussi rendre de plus en plus performant. Parce que l'exigence aujourd'hui de l'outil numérique, il est là. On ne peut pas attendre aujourd'hui que tout le monde se réveille, parce qu'aujourd'hui, il y a des réticences, d'accord. Mais ces réticences, on doit les cesser, parce que même si aujourd'hui, parmi les utilisateurs de cet outil, il y a certains qui sont moins préparés, et je pense aussi qu'il y a tout un travail de formation qui est fait pour permettre de diminuer les réticences par rapport à ça. Donc c'est important, je pense que le SIG permet de générer aujourd'hui des outils qui permettent de faciliter et d'améliorer la gestion de l'éducation. Merci. Monsieur Nager, quels mécanismes de suivi et d'évaluation ont été mis en place pour garantir la réussite de cette rentrée dès les premières semaines? Voilà, apparemment, on revient toujours, c'est une question qu'on revient toujours à ça. Avant d'aller à la question, je rappelle que le cirage, le scoring cirage, monsieur le DG a parlé de ça, c'est l'absence des élèves. L'absence des élèves, mais aussi l'absence des enseignants, les résultats des élèves, les transferts des élèves, la localisation de l'école et l'immatriculation des élèves de la première année en ligne. On peut immatriculer son enfant qui a l'âge de scolarité 6 ans en ligne déjà à partir du cirage. Donc c'est un outil vraiment très 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 performant et c'est nécessaire et il sera bénéfique à tout le monde. Cette affaire, on revient toujours à cette affaire de garantir la rentrée scolaire dès les premières semaines. J'ai parlé de le déploiement des enseignants, j'ai parlé de transport des sortants, de plus de 1000, j'ai parlé de la formation des prestataires qui ont été formés et qui sont sur le terrain. J'ai parlé des programmes, je parle des programmes qui sont prêts et qui sont acheminés déjà. Nous avons aussi l'implication des parents d'élèves. Les parents d'élèves sont vraiment impliqués pour garantir aussi la réussite des associations de parents d'élèves. J'ai une question pour vous en tant qu'inspecteur général. Comment l'inspection contribue-t-elle concrètement à la supervision et de la qualité des enseignements à travers le pays? Ah, parfait, c'est une bonne question pour un inspecteur général. Oui. Bon, voilà. Nous avons des structures de concentrés qui assurent le suivi de proximité des enseignants. Nous avons au niveau des DREN des inspections départementales. Il y a un inspecteur départemental, ce qu'on appelle communément l'IDEN, et un inspecteur de circonscription. Chaque circonscription
les écoles dans cette circonscription sont suivies par des inspecteurs de circonscription. On appelle ça les IC. Au niveau de l'enseignement secondaire, nous avons 6 pôles. Et je rappelle au passage que nous avons, comme monsieur le directeur général de l'enseignement a parlé de presque 3700 écoles, nous allons parler aussi de 392 établissements secondaires en Mauritanie, 12 lycées, 190 collèges et 190 établissements mixtes, collèges et lycéens ensemble. Ces établissements secondaires, bon, le fondamental, il est suivi par les EDN et les inspecteurs de circonscription. Au niveau du secondaire, c'est des pôles. Parfois, par exemple, il y a pôle Est ou pôle Sud, 6 pôles pour la Mauritanie, et qui assurent le suivi de proximité des professeurs. Le suivi de proximité, c'est l'encadrement, ce sont les orientations, c'est la planification avec les professeurs et les enseignants du programme annuel. Et voilà, et qui vont suivre. Ils ont des visites, 3 ou 4 visites par an, en début d'année, à la fin du premier trimestre, deuxième trimestre, et une dernière visite, quatrième visite, qui est en général, dont le couronnement est une inspection, une note attribuée à l'enseignant et professeur. Donc c'est ça le suivi au niveau déconcentré. Et ce suivi est là pour assurer la qualité. Et pendant que j'y suis, quand on a plus de problèmes d'enseignants, ou de grands problèmes d'enseignants, parce que le directeur l'a dit, moi je vais aller un peu plus loin que un peu avant les prestataires. Nous, on avait dans le système, l'ancien système, avant 2019, on contractait localement avec des professeurs ou des enseignants, localement. Et quand je dis localement, il y a tout ce qu'il y a de possible comme abus et dépassement. La contractualisation s'est faite parfois au mois de février. Les enfants continuent de ne pas avoir un enseignant jusqu'au mois de février ou de mars ou d'avril même. Ben voilà, quand on perd 6 mois ou 3 mois ou 2 mois ou 1 mois, c'est déjà, ça c'est très, très, très grave. Maintenant, avec les prestataires de services, c'est des gens qui sont diplômés, subissent une formation et qui partent avec des outils qui peuvent les accompagner pendant 1, 2 ou 3 mois, jusqu'à ce qu'ils soient capables de se prendre en charge. Eux-mêmes, ils sont suivis par ces inspecteurs pour assurer la qualité. Et la qualité a été, parce que si on parle de qualité, on va mesurer, comment on va mesurer la qualité? La qualité des acquis des élèves. Il y a plusieurs façons de le calculer, mais la plus facile qui saute aux yeux, ce sont les taux d'admission, aussi bien au concours d'entrée en première AS ou au niveau du brevet, la transition collège-lycée, ou au niveau du taux d'admission au bac qui a connu ces dernières années, qui va flèche ascendante, qui monte en crescendo. Parce que nous sommes partis de 18%, je crois, en 2019. Nous sommes aujourd'hui, on s'approche des 35-36%. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la qualité commence à donner, non seulement en taux d'admission, mais aussi au niveau de la qualité de la moyenne elle-même. C'est-à-dire que vous aurez, par exemple, 1000 élèves en terminale C ou D qui ont des moyennes qui vont de 14 à 17 ou à 16. Au niveau moyenne, la qualité, ça va montant. Et au niveau aussi de taux d'admission, ça monte. Donc, je tranquillise un peu. Je sais qu'il y a des problèmes, ça va de soi, mais je sais d'où on vient. Et notre taux d'admission, ce n'est pas en dents de scie. Parce que la dent de scie, en haut, en bas, en haut, non, ça elle est ascendante, ça veut dire qu'elle a la qualité, avec cet encadrement de proximité et ce suivi au quotidien, bien sûr accompagné de plusieurs autres choses, donc ça commence à donner de la qualité. Merci. Monsieur Soumaré, quelle stratégie nationale est mise en œuvre pour l'éducation inclusive, notamment pour les enfants en situation de handicap? Oui, c'est un sujet très important
Parce que d'abord, il faut noter que l'éducation inclusive n'est pas une option, c'est un droit fondamental. Et notre pays s'est inscrit à l'agenda 2030 pour assurer une éducation équitable pour tous les enfants, y compris ceux qui sont en situation de handicap. Et la Convention relative aux droits des personnes handicapées en situation de handicap 2030, la Mauritanie s'est inscrite dans cette convention. Nous avons aussi intégré cette convention dans tous les documents stratégiques nationaux, notamment la SCAP et le PN2C3. Donc cela veut dire que l'éducation inclusive, c'est au cœur du département ministériel en charge de l'éducation. Mais aussi, il y a une stratégie nationale aussi inclusive, 2025-2030, qui est mise en œuvre aussi dans le pays, et l'éducation est à charge aussi d'accompagner cela. Mais aussi, il y a aussi une approche multisectorielle qui fait une coordination entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Emploi, pour permettre vraiment de rendre cette éducation inclusive une réalité. Alors, au niveau de l'éducation, il y a des grands efforts qui sont déployés pour permettre aujourd'hui aux enfants en situation de handicap de pouvoir accéder aux établissements. Parce que le gros problème d'abord, c'est que ces gens, la construction de nos établissements, souvent ne permettent même pas à ces jeunes d'accéder à cette école. Donc, il y a une politique qui est mise en place pour qu'au moins chaque année, que 100 écoles mauritaniennes soient adaptées à cette situation. Au niveau des remparts qui mènent à ça, au niveau des signalisations. Donc, ça, c'est une politique nationale qui est là, qui fait que chaque année, au moins, on essaie de construire, que les 100 écoles qui seront réhabilitées et construites tiennent compte de cet élément. Et c'est très important de rendre accessible, parce qu'il faut des rampes, il faut des sanitaires adaptés, il faut des signalisations pour permettre un peu de veiller au respect de ces personnes. Il y a un autre problème aussi, il faudrait que les outils soient là. Les innovations pédagogiques. Voilà, il faut qu'il y ait des outils, il faut des manières pédagogiques, il faut qu'il y ait des documents qui puissent permettre. Par exemple, vous avez des sourds-muets, il faut donc des équipements pour pouvoir adapter. Vous avez toutes les personnes qui sont vraiment en souffrent aujourd'hui par cette situation. Le département fait énormément d'efforts pour mettre en place ce dispositif. Il y a un centre éducatif qui sera installé au niveau de Sepra, et un centre de sourds-muets aussi qui sera installé à Kéidi, à Nouakchott ici et au niveau aussi d'autres localités, pour permettre à tous ces enfants d'accéder à ça. Je dis bien que ce n'est pas une option, mais ça fait partie vraiment d'un droit fondamental, et le département fait tout pour que cela soit une réalité. Et c'est important aujourd'hui que les parents d'élèves, des parents qui ont des enfants dans cette situation, de pouvoir vraiment chercher à inscrire leurs enfants. Parce que très souvent, c'est des gens qu'on garde à la maison, on a l'impression qu'ils n'ont pas le droit d'être scolarisés. Alors que l'État est là pour les prendre en charge. Mais souvent, ces parents ne partent pas à cette rencontre. Je crois qu'il doit y avoir une campagne vraiment pour permettre, et il y a déjà même un recensement qui est fait, mais c'est des recensements sur déclaration. Donc il faut qu'il y ait une volonté aussi des parents pour permettre de déclarer ces enfants, pour que les dispositifs d'accompagnement et qui soutiennent leur éducation soient mis en place. Mais je reviens pour dire que le ministère de l'Éducation a toute une politique dans ce sens. Et dans le PN2C3, il y a une partie très importante réservée au niveau de l'inclusivité de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, tout enfant compte. Et tout enfant a droit à l'éducation, a droit à un avenir, a droit d'avoir sa dignité. Et la dignité, l'avenir, ne peut pas aller sans qu'il y ait une éducation, sans qu'il y ait une instruction. Et le département déploie tous les efforts pour satisfaire ça, mais un appel qu'on lance à tous les parents, vraiment d'aller de mettre leurs enfants dans cette situation de quête du savoir et de la dignité. Monsieur Neige, le ministère a annoncé la prise en charge des frais de scolarité pour plus de 16 000 enfants. Quels sont les critères d'éligibilité et les partenaires impliqués dans ce programme?
Voilà, nous sommes, là vous parlez des enfants au niveau du préscolaire. Ah, ok. Ça c'est au niveau du préscolaire, je reviendrai à cette question très très importante d'ailleurs. Mais avant de passer à cette question au niveau de la qualité, je rappelle que la loi d'orientation a parlé de l'enseignement des langues nationales dans le cadre de l'unité nationale, mais dans un cadre aussi pédagogique. Parce qu'il est avéré que l'enseignement des disciplines scientifiques dans la langue nationale permet facilement à l'enfant l'acquisition de concepts parfois difficiles dans une langue autre que sa langue maternelle. Dans ce sens, nous sommes cette année à l'expérimentation de ces langues nationales dans 50 écoles. Nous avons fait le recrutement de 55 enseignants de langue nationale pour l'année scolaire 2024-2025, portant le nombre total des enseignants à 80. Nous avons élaboré les manuels de lecture, d'écriture de mathématiques en langue nationale pour la Sononké et Wolof, destinés aux locuteurs natifs et non natifs. Nous avons produit des guides pour les enseignants des langues nationales et des cahiers d'écriture pour les élèves. La formation de 500 enseignants de langue nationale, l'enseignement bilingue pour la première fois. Donc, le développement d'un lexique scientifique aussi, adapté au polar, au sononké, au wolof, en traduction de concepts abstraits pour l'enseignement des mathématiques en langue nationale. Tout ça, ça intègre directement la qualité et nous espérons bientôt, après évaluation, que la généralisation de l'enseignement des langues nationales se fasse bientôt et dans de bonnes conditions, avec une très bonne transition. Pour revenir à votre question relative au préscolaire, voilà. Les préscolaires, il faut dire que nous avons 94 640 enfants inscrits au préscolaire, dont 45 000 dans les établissements privés. Nous avons un taux brut de scolarisation de 19,9%. Pour le préscolaire. Pour le préscolaire. Les critères d'éligibilité, c'est ça. Voilà. Et pour être éligible, il faut que vous soyez issu de familles vulnérables ou enfants en difficulté familiale. En difficulté familiale, genre divorce, genre problème et autres. La vulnérabilité des familles, ce n'est pas expliqué. Comment ça s'est fait opérer? Des conventions ont été signées avec les réseaux de la petite enfance et avec les syndicats de l'enseignement privé pour la prise en charge de ces 16 000 enfants. Voilà. Donc, et le préscolaire, lui aussi, il va grandissant. Et il est très important. Et nous rappelons aussi que la loi d'orientation stipule qu'au bout de 5 ans, à partir de 5 ans, il y a une année préparatoire. Une année préparatoire, juste où nous ne sommes plus dans les garderies ou autres. Nous sommes en 5e année déjà, l'enfant. Et dans nos établissements, dans les écoles fondamentales de notre ministère, parce qu'il faut rappeler que c'est des ministères différents. Le ministère de la petite enfance et autres, le ministère de l'Éducation. Donc, ces 16 000, pour revenir à votre question, ces 16 000 donc, sont pris en charge avec des réseaux de petite enfance et avec les syndicats privés. Bon, voilà. Merci. Et quelles mesures sont prévues pour renforcer l'accès, ça c'est sur un autre aspect, pour renforcer l'accès à l'école en milieu rural et dans les zones à forte précarité sociale, puisqu'on est dans le social? Ah, parfait. Ça, c'est une question très, très importante. Déjà, ça ici, quand on parle d'infrastructure, ça, nous avons les zones d'éducation prioritaire. Zones d'éducation prioritaire. L'infrastructure tient compte de cet aspect géographique. Donc, on pousse les établissements, l'infrastructure vers ces zones de précarité. Et
je dis qu'il faut que l'on rappelle que nous avons plus de, je crois, 1700 cantines scolaires. 1700, si j'ai bonne mémoire, c'est 1700 cantines scolaires. Et quand on parle de cantines scolaires, 1700 cantines scolaires, je crois que c'est pour 240 000 rationnaires. 240 000 rationnaires, M. Soumaré vient de parler de 750 000 élèves au fondamental. Voyons un peu ce que ça représente, ce pourcentage. Nous sommes dans les 32% de rationnaires de cantines scolaires, c'est-à-dire que ça doit couvrir presque 80% d'enfants issus de milieux vulnérables. Donc là où il y a précarité, il y a cantine scolaire, il y a infrastructure. Nous continuons, on ne doit pas ici, nous sommes entre gaillards. Certes, nous continuons d'avoir des hangars, des classes hangars. Nous sommes en train de faire disparaître tout ça. Dans l'adage Moore qui dit... C'est quoi une classe hangar? Hein? Des classes de hangar. Je parle de hangar. Et là, quand je parle de hangar, pourquoi ce n'est pas gratuit? Je ne dis pas ça, c'est pour dire que nous avons encore une carte scolaire malheureusement anarchique, et nous sommes en train de critérier là où créer une école, comment la créer, des décrets qui seront, et nous demandons aux parents d'élèves et aux grands responsables de nous aider à freiner cette affaire d'anarchie de carte scolaire, parce que vraiment, pour pouvoir vraiment venir pour l'adage, tout ça, je laisse pas passer. L'adage, je reviens. L'adage, je reviens. Tu m'as fait un peu... Mais j'y vais, c'est-à-dire, voilà, rien n'arrive. C'est vient ensemble, c'est la mort qui peut... Donc nous sommes en train de faire ça, et graduellement, mais nous arriverons sûrement bon port. Nous arriverons bon port. Donc je reviens donc à dire que là, vous m'avez posé la question de précarité. Voilà, c'est ça. Là, il y a précarité. Là où il y a vulnérabilité, c'est les cantines scolaires qui sont là. Et quand il y a cantines scolaires, c'est-à-dire que les familles seront capables de prendre leurs enfants, d'amener leurs enfants dans ces écoles, voilà, parce qu'ils n'ont pas plus problème, ils n'ont plus assez de problèmes, au moins de nutrition. Et c'est une nutrition qui est vraiment aussi axée sur la qualité. Je vais ajouter sur ça qu'aujourd'hui, dans ces zones d'éducation prioritaire, comme vous connaissez aujourd'hui, la tenue scolaire devient obligatoire pour l'école républicaine. Donc, dans ces zones d'éducation prioritaire, l'État prend en charge la distribution gratuite des tenues scolaires pour permettre à ces enfants de pouvoir tous être habillés dans la même tenue que tous les Mauritaniens. Et c'est important aujourd'hui que cela soit communiqué pour que ça ne soit pas une entrave à ces enfants qui disent que je n'ai pas la tenue, je ne peux pas venir. Donc tous les enfants de ces zones prioritaires, c'est l'État par Ta'azur qui va mettre à disposition des tenues scolaires pour les enfants. Et je rappelle que la tenue scolaire devient vraiment obligatoire pour accéder à l'école mauritanienne et républicaine. Monsieur, oui, je reste avec vous. Comment la direction générale de l'enseignement évalue-t-elle l'impact de ces réformes sur les résultats scolaires des élèves? Bon, vous savez, quand on est dans l'évaluation, c'est une étape qui est très importante parce qu'il faut d'abord s'assurer que les réformes ont été mises en œuvre avant de passer à l'évaluation. Donc, il y a d'abord toute une stratégie, tout un dynamisme aujourd'hui que la Direction générale de l'éducation fait que toutes les réformes qui sont prises soient effectives dans les établissements, que tous les enseignements se passent, qu'il y ait des enseignants dans toutes les classes, que les manuels scolaires soient disponibles, que les infrastructures aussi, l'environnement de l'école soit vraiment très, très disponible, qu'il y ait des latrines, qu'il y ait un environnement vraiment ou des aires d'espace et tout ça, et de sport et tout ça. Donc ce travail, c'est un travail très dur que la direction, avec l'ensemble des directions qui les composent, travaille très dur pour que l'école vraiment soit un espace où les connaissances, ou les savoirs, ou aussi le savoir-vivre ensemble est déployé. Maintenant, l'évaluation de tout ce travail qui sera fait, à travers d'abord des outils, d'abord parce que nous avons dit qu'on va avoir des résultats, mais ces résultats, il faut qu'on les analyse. À partir de l'analyse de ces résultats,
nous pourrons savoir comment réorienter, redimensionner tout ce qui est mis en place. Nous allons aussi faire des relevés d'enquête. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait faire des constats sur le terrain. Nous allons avoir des équipes qui vont aller sur le terrain pour voir l'effectivité de la mise en œuvre de ces réformes. On a parlé des élèves, on a parlé des enseignants, mais il faudrait s'assurer que ces enseignants sont bien en classe. Et que les élèves, d'abord leur dû, c'est quoi? Que le temps scolaire est effectivement réalisé. Il y a un dû qui est là, on leur doit ça. C'est le temps de scolarisation, les horaires qui leur sont dus, qui sont enseignés. Donc il faut qu'il y ait des équipes sur le terrain pour s'assurer de l'effectivité de ces éléments. Mais aussi, il faudrait aussi penser aux mesures de rémédiation. Donc il ne faudrait pas seulement évoluer, mais qu'est-ce qu'on met en lieu et place quand il y a des écarts? Il faut corriger ces écarts. Il faut prendre des mesures de rémédiation. Par exemple, on sait qu'un professeur peut s'absenter ou un enseignant peut s'absenter, mais il faudrait que les heures d'absence soient rendues à ces élèves. Donc, compensées. Il faudrait donc que les administrations qui sont chargées de gérer ces enseignants puissent permettre aux professeurs de pouvoir compenser son absence pour que l'élève puisse avoir son horaire dû et pouvoir terminer son programme. Et c'est très important aujourd'hui qu'on pense à l'évaluation. Très souvent, on pense à l'évaluation juste pour sanctionner, mais nous allons plutôt évaluer pour corriger, pour remédier, pour permettre vraiment aux élèves d'avoir le niveau requis, d'avoir les solutions de rémédiation en place pour pouvoir compléter leur programme, parce que certains sont en période d'examen, donc il faut un programme national, il faudrait bien qu'ils arrivent à terminer le programme. Donc la direction, avec l'administration déconcentrée, aujourd'hui, il y a une option qui est devenue aujourd'hui très effective, c'est la décentralisation. L'administration centrale, aujourd'hui, a des équipes sur place qui font le travail comme il faut. Nous avons des DREN, nous avons des IDEN, nous avons des inspecteurs de circonscription, nous avons des pôles au niveau de l'enseignement secondaire qui font le travail sur place. Les remontées d'informations maintenant qui arrivent au niveau de l'administration centrale seront analysées, travaillées avec ces directions centrales et des mesures de rémédiation seront proposées et par l'administration centrale et par l'administration délocalisée. Et ils sont beaucoup plus amènes de proposer les solutions les plus idoines qui puissent permettre de s'assurer que la réforme a été faite. Surtout que nous avons l'option de la qualité. Nous devrons faire aujourd'hui parce que nous avons le défi de la qualité. Nous n'avons pas que le défi de l'accès, nous avons aussi le défi de la qualité. Certes, aujourd'hui, nous pouvons dire que les résultats, ça va, mais nous n'avons pas atteint nos cibles. Nous voulons aujourd'hui que les résultats soient plus performants que ça, que les certifications soient plus objectives, plus bonnes, que la qualification des sortants de nos écoles soit vraiment à la hauteur de ce qui se passe au niveau des pays voisins. Donc, il y a vraiment une concertation entre l'administration centrale et l'administration déconcentrée pour permettre de mettre en place des outils d'évaluation qui puissent apprécier à leur juste valeur la mise en place de ces réformes. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel, du moins, la direction générale veille en collaboration avec les DREN, les IDEN et les inspecteurs de circonscription et aussi les pôles. Parce que c'est ce qui va permettre de mutualiser les efforts au niveau de l'administration centrale et de l'administration déconcentrée pour arriver à des résultats probants et permettre aujourd'hui un enseignement de qualité dans notre dispositif. Mais dans ce même contexte, quelles actions ont été entreprises pour améliorer la formation continue des enseignants et directeurs d'école? Oui, c'est très important parce que ce volet de formation continue, il faudrait vraiment qu'on y travaille beaucoup. Nous venons de dire qu'on a recruté 1300 enseignants. On leur a donné 10 jours de formation. Nous sommes conscients que ce n'est pas suffisant. Combien 15 jours 11 jours de formation. Nous sommes conscients que ce n'est pas suffisant. Donc, comment on peut résoudre ce déficit de formation? C'est par une formation continue. Et aujourd'hui, on a un dispositif qui le permet. Parce que nous avons des IC qui sont sur le terrain. Nous avons des inspecteurs qui sont dans les pôles, qui sont capables de mener cette formation continue. Mais il y a un dispositif qu'on est en train de mettre en place. Et je pense d'ici fin octobre, nous allons avoir une plateforme qui va gérer toutes les formations, une plateforme hybride
qui va gérer et les formations à distance et les formations présentielles. Et c'est très important, je dis bien que c'est très important parce que... Elle est en développement. Oui, elle est en développement, mais selon les informations que j'ai recueillies auprès des ressources humaines, que d'ici fin octobre, voilà, elle sera vraiment mise en place. Ce qui va nous permettre de prendre en charge cette formation. Certes, il y a des formations qui continuent. Nous venons de terminer la formation de 628 professeurs des disciplines scientifiques, maths, physique et sciences. Oui, c'est la semaine passée, juste avant la rentrée. Professeurs de terminale, oui. Oui, des professeurs de terminale et de sixième. Voilà. Donc, et c'est important parce que non seulement il y a eu la formation, mais il y a un transfert entre les professeurs qui enseignent les classes de terminale et les professeurs qui enseignent les classes de sixième. Parce qu'aujourd'hui, avec l'âge, nous avons de plus en plus de départ des professeurs qui avaient ces classes de terminale. Donc, il faut préparer la relève pour permettre à ces professeurs qui ont les classes de sixième de pouvoir prendre la relève. Mais l'important de la formation continue chez un enseignant, c'est très important. Et le dispositif qui est en place, aujourd'hui, nous voulons faire un encadrement de proximité. Que l'enseignant soit formé dans son école ou dans son département ou dans sa wilaya. Qu'on n'ait plus à déplacer un enseignant à Nouakchott pour le former. C'est un gâchis déjà en termes de temps. Et aussi, pour moi, ce n'est plus la peine parce que nous avons des inspecteurs qui peuvent faire le travail et qui le font de la plus belle manière aussi. Donc, c'est l'occasion, avec les outils qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, notamment de la plateforme, il faut le faire. Et la formation continue ne va pas seulement toucher le personnel enseignant, mais aussi le personnel d'encadrement. Nous avons des directeurs, nous avons des chefs d'établissement, nous avons des surveillants généraux, des directeurs d'études qui ont besoin de formation. Parce que c'était juste des enseignants. Nous sommes tous des enseignants. Mais aujourd'hui, nous occupons des fonctions qui font appel à d'autres compétences que nous n'avons pas. Donc, et parmi les formations aujourd'hui qui s'imposent, il y a la formation des personnes d'encadrement. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui encadrent, qui gèrent une école, sont eux qui mettent en œuvre les décisions, les politiques éducatives. Il faut qu'ils soient formés dans ça. Il faut qu'ils aient des outils de gestion qui vont les permettre de bien s'occuper du quotidien de l'école. Et il faut aussi qu'ils aient aussi des guides de gestion. Et aujourd'hui, le guide de gestion, dans sa forme, il existe, mais est-ce qu'il est pratique? Il faut le ramener à une forme comme un livret de poche pour permettre à chaque enseignant de pouvoir l'avoir. Il faudrait le mettre aussi dans le cirage pour permettre aux enseignants de télécharger. Et il faudrait qu'on arrive même au-delà même de la formation, il faudrait qu'on arrive à l'auto-formation. Il faut qu'on ait une culture d'auto-formation. Il faut qu'on installe une culture d'auto-formation. Donc il faut qu'il y ait des contenus, qu'il y ait un dispositif et qu'il y ait un site où l'enseignant peut aller chercher le module qu'il lui faut pour s'améliorer. Donc c'est un point très important sur lequel aujourd'hui le département veut mettre l'accent dans cette année particulièrement pour qu'il y ait un dispositif de formation continue, aussi bien en présentiel qu'à distance. À distance plutôt. Monsieur Nagy, par rapport à ce qu'il vient de dire, la formation, si vous voulez rebondir. Oui. Je peux ajouter, oui. Moi, vous m'avez posé la question, vous avez posé la question sur la formation continue. Bon, monsieur le DG en a parlé, je vais juste rajouter que, bon, il a parlé de l'importance de la formation continue, mais j'ai dit tout de suite qu'elle est extrêmement heureuse, extrêmement coûteuse, mais ça n'a jamais empêché, ça ne peut pas empêcher les ministères d'aller dans ce sens, le temps que la plateforme en développement soit installée. Nous venons de terminer, oui, la formation de 628 professeurs scientifiques. Nous avons le début de l'année passée, nous avons formé aussi 2100 professeurs de discipline scientifique. Nous avons juste dans les 6400, toutes disciplines confondues. Nous préparons déjà la formation pour d'autres, pour les séries littéraires et autres langues, la formation continue. C'est vraiment l'un des piliers de la politique de notre ministère. Mais la formation continue, allons d'abord, il faut parler aussi de la formation initiale. Ah oui, parce que la formation initiale, avec la restructuration depuis 2020 ou 2021, nous avons commencé la restructuration des écoles normales des instituteurs pour qu'elles soient attractives, parce que le métier d'enseignant jusqu'à présent n'est pas très actif. Nous avons instauré l'institut principal.
avec une licence ou master, il est enseignant du fondamental, mais au grade de professeur du collège. Nous avons, au lieu de 3 ans de formation, nous avons fait 2 ans. Donc, mais la 3e année, c'est une année de terrain. Ah oui, il est suivi, il est encadré, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc, les modules qui sont intégrés, les projets personnels, l'auto-formation, tout ça. Donc, on a beaucoup travaillé aussi sur la restructuration des élèves. C'est en train d'être restructuré. Mais parce que je sais que le temps, il n'y a plus assez de temps, on ne peut pas, quand on parler de qualité, on ne peut pas ne pas citer l'Institut pédagogique national, parce qu'il fait de très, très, très grands efforts. Les titres, il y a plein de titres de manuels scolaires. Nous avons distribué l'année passée, il a distribué 1,4 million de manuels scolaires. Plein de titres ils sont à l'édition, ils ont été conçus, ils vont être tirés tout de suite pour être acheminés. Les guides et autres. Donc, il y a un grand effort et là est mis sur le manuel scolaire, non seulement sur le plan, on peut le télécharger sur le plan numérique, mais aussi sur le support papier, parce que nous continuons jusqu'à présent d'avoir cette habitude d'utiliser le papier. Je parlerai au niveau du secondaire seulement de 9700 inspections qui ont été visites de classe, 9700 pour 6800 professeurs, 9000 et quelques visites de classe. Bon, quand je ne dirais pas inspection, je dirais inspection, entretien, observation en classe. Ils sont allés dans la classe et autres. Tous les enseignants des fondamentales ont été visités 1 ou 2 ou 3 fois cette année, l'année passée, par des inspecteurs. Donc ça, c'est l'encadrement de proximité, ça, c'est la qualité. Mais je tiens aussi à dire, normalement, je ne sais pas, est-ce que tout le monde est au courant de ça, il doit savoir que dans 2 ans, les mathématiques au concours, les sciences naturelles au concours seront en arabe. C'est la loi d'orientation. Les mathématiques et les sciences, dans 2 ans. Oui, dans 2 ans, oui. Nous sommes à la 4e année, 5e, 6e année, et puis voilà. Le concours, il faut que les parents d'élèves le sachent. Ça, c'est une information. Ça, c'est une information que tout le monde doit savoir. L'arabe, les mathématiques seront en arabe. Pour le concours, dans 2 ans, la science en arabe. Mais l'enfant a commencé son cursus parce qu'à partir de la 4e, il n'a pas fait de mathématiques en français, ni en 3e, ni en 4e, c'est fini. Ça, c'est la loi d'orientation, il faut que tout le monde le sache. Donc, parallèlement à ça, c'est l'arabe. Nous avons, j'ai parlé, n'est-ce pas, est-ce que j'ai parlé de langue nationale déjà? Oui, j'ai parlé de cette expérimentation, cette validation pour la généralisation, parce que je reviens à dire que le concept, on se l'approprie le plus dans sa langue nationale. Ça, c'est vrai. Je ne crois pas que le français soit la langue maternelle de l'un de nous ici. Nous travaillons sur les langues nationales pour que le mathématique, parce que les mathématiques, j'ai parlé de ces guides qui ont été déjà élaborés en mathématiques pour le Poulard et le Wolof. Donc, c'était juste ce que je voulais dire. On me fait signe, mais avant de... et pour les inspections, vous avez parlé tantôt de l'inspection des instituts. Qu'en est-il pour les écoles privées? Vous n'avez pas parlé de l'enseignement originel, monsieur? Oui, qu'en est-il? C'est bon. Mais moi, il reste 10 minutes pour le journal de minuit. Mais voilà, avant de oui, maintenant, je vous laisse merci, dérouler. je ne peux pas terminer parce qu'on a parlé du préscolaire. C'est déjà l'enseignement originel. Mais l'enseignement originel, et l'inspection pour oui, je vais parler de ces 10 000 mahadras que nous avons, donc, qui accueillent 261 000 élèves, avec des instituts régionaux, 8. Je parle pour l'établissement de l'enseignement supérieur 103, le centre de formation professionnelle Mahadra de Nouakchott. Cette année, on connaît un très haute réussite au bac là, pour les élèves issus des Mahadra. Mais le plus important pour moi, surtout, c'est de parler du décret 034-2025, la passerelle entre l'enseignement originel et l'enseignement formel. C'est très, très important. Ces passerelles sont personnalisées par des mécanismes
et des dispositifs institutionnels qui permettent aux apprenants des établissements de l'enseignement originel de rejoindre à divers degrés certaines phases de l'enseignement de base formelle. C'est-à-dire que si tu étais dans la Mahadra en 3e année ou 4e année fondamentale, il y a certaines compétences. Si tu les as, après un petit test, tu intègres la 4e année fondamentale ou la 5e ou la 6e ou la 1e ou 2e ou 3e année du collège. C'est une passerelle. Donc, on laisse pour que les enfants qui étaient dans le Mahadra puissent intégrer le formel. Ça, c'est bien. Bien sûr, ça vient renforcer déjà le bac aux lettres originelles. Voilà. Donc, pour votre question, je ne voulais pas ne pas parler de l'enseignement originel, comment ne pas parler de en 20 secondes, comment se fait l'inspection? Comment vous veillez à la qualité de la supervision de l'enseignement dans le secteur privé? Ah ben, l'enseignement privé, c'est la tutelle. Certains croient que l'enseignement privé, c'est la tutelle du ministère de l'Éducation. Tout ce qu'on fait comme suivi, orientation ou inspection pour nos enseignements du public, pour nos établissements du public, nous le faisons pour nos enseignants, nos établissements du privé. Ah oui, c'est le même ministère, c'est le même programme, c'est tout ça. C'est important parce que la loi de 2025-150 prévoit même que la formation, dans la formation continue et la formation même, on va désormais prendre les enseignants du privé. Et c'est important parce que le privé, c'est un point important. Aujourd'hui, c'est près de 998 écoles privées qui existent en Mauritanie, qui accueillent plus de 250 000 élèves. Donc, c'est un point très important. C'est pourquoi, dans ce décret, il est prévu désormais que le privé peut solliciter, ou bien le ministère de l'Éducation va prendre en charge aussi la formation des enseignants du privé. Et c'est un autre point aussi qu'il a parlé, c'est à propos du manuel. Parce que c'est important de constater que la distribution du manuel, la politique de ventilation du manuel existe toujours. Mais il y a les manuels de première année, deuxième année jusqu'en troisième année de l'école républicaine qui sont distribués gratuitement à tous les Mauritaniens. Donc c'est un point très important qui Merci. Maintenant, en vraiment 5 secondes, comment le ministère intègre-t-il des nouvelles technologies dans la formation et l'évaluation des enseignants? En 20 secondes. Oui, bon, voilà. Déjà, tout ce que je parlais ici, non, il n'y a pas de problème. C'est pour dire aujourd'hui que l'intégration des nouvelles technologies, des plateformes, c'est un peu le quotidien du département. Parce que toutes les plateformes de recrutement, de nomination, bien de promotion, tout ça se fait à travers la plateforme qui est le CIRAJ. Vous avez aussi, même le paiement des primes aujourd'hui de créer et d'éloignement, c'est à partir du CIRAJ. Maintenant, il y a toute une plateforme qui est réservée à la formation. Aujourd'hui, si je prends par exemple la plateforme qui gère Koutoub, c'est ça, n'est-ce pas? Je parle sous votre contrôle. Koutoubi, oui, qui est là pour former les enseignants sur les manuels scolaires. Vous avez aussi une plateforme, aujourd'hui il y a 12 enseignements à distance, dispositifs de salles médiatiques qui sont installés dans toutes les capitales régionales qui permettent aujourd'hui de faire des formations à distance à des milliers d'enfants, à des milliers d'élèves en même temps. Et ça, c'est important aujourd'hui parce que c'est rentré dans la culture de l'éducation aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout est mis en place pour le réussir. Et je pense aujourd'hui, c'est un défi qui est relevé. Et c'est pourquoi on appelle toutes les générations vraiment à s'y mettre. Et aujourd'hui, c'est le prochain défi de numérique. Merci, M. Soumaré. Monsieur Nagy, en quelques secondes, et ce sera le mot de la fin. Bon voilà, moi je veux terminer par dire aux parents d'élèves d'envoyer une bonne fois pour tous les enfants. Nous sommes prêts, nos enfants, nos enseignants sont en classe, notre infrastructure est prête pour les accueillir. Il ne reste plus qu'à envoyer des enfants dans les classes. Il est grand temps. Le 6 c'est déjà parti. Parce que nous sommes à minuit, demain c'est le 7, après demain c'est le 8, et voilà, c'est fini. Un programme, c'est un programme, il faut le terminer, il faut avoir l'habitude. Et surtout quand on va faire la fin juin, ils vont commencer à nous dire le début juin, il fait très chaud, il fait très chaud, il fait très chaud. Mais allez-y, envoyez les enfants tout de suite. D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle que j'étais avec M. Nagy Saïd, inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Merci. Et M. Soumaré Omar, directeur général de l'enseignement au même ministère. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Je remercie l'équipe technique, les cadreurs, la réalisatrice, Ingest et la productrice de l'émission Rabi Adid. À la prochaine, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.